Imaginez un instant que vous tenez dans votre main un morceau de métal grand comme un grain de poivre. Une petite sphère terne, banale en apparence, qui se loge entre le pouce et l'index. Et maintenant, imaginez que cette sphère coûte plus cher qu'une villa sur les rives de la Méditerranée, plus cher qu'une collection de Ferrari, plus cher qu'un bel avion privé. 200 000 dollars par gramme. Pas par kilogramme, pas par once, par gramme. Pour une pincée qui pèse moins qu'un trombone. Et ce n'est encore de loin, très loin, pas le métal le plus précieux de la planète. Ce n'est même pas l'échauffement. C'est, si vous voulez, le premier barreau d'une échelle qui monte vers des sommets financiers où les notions humaines habituelles du prix cessent de fonctionner. Là où un gramme de substance vaut comme une petite ville. Là où un gramme de substance vaut comme le produit national brut d'un pays moyen. Là où un gramme de substance vaut plus que toutes les réserves d'or des États-Unis réunies. C'est le californium. C'est le rhodium. C'est l'osmium. C'est l'antimatière. Ce sont les substances les plus précieuses de l'univers et chacune raconte sa propre histoire. Une histoire de catastrophe stellaire, de génie humain, d'alchimie désespérée du XXIe siècle et de cette propriété étrange, presque mystique de la matière. Moins il y en a, plus elle coûte cher, non pas de façon linéaire, mais selon une courbe exponentielle folle et vertigineuse. Et aujourd'hui, nous allons parcourir cette courbe jusqu'au sommet. Nous allons découvrir pourquoi l'or est, en fait, un métal plutôt bon marché à l'échelle de notre histoire et qui trône vraiment au sommet de cette pyramide. Nous allons comprendre pourquoi l'un des métaux les plus chers se trouve dans une mine à 2 kilomètres sous terre en Afrique du Sud et pourquoi un autre est créé dans un réacteur spécial en seulement 2 endroits sur la planète. Nous arriverons au moment où l'humanité a appris à produire une substance qui n'existe pas dans la nature, et pour chacun de ces atomes, elle paye un prix comparable au budget annuel d'un petit État. Et nous conclurons avec le matériau le plus précieux que l'homme ait jamais tenu entre ses mains, tellement plus précieux que le mot lui-même cesse d'avoir un sens. Installez-vous confortablement, car ce qui suit est ce pourquoi cette histoire a été écrite. Nous entrons dans une zone où la matière se comporte de façon étrange, où l'économie rejoint l'astrophysique et où chaque gramme est l'histoire compressée de tout l'univers. Commençons par le plus célèbre, le métal que l'humanité connaît depuis plus longtemps qu'elle ne sait écrire, l'or. Jaune, lourd, malléable, étonnamment inerte. Il ne rouille pas, ne ternit pas, n'entre presque en réaction avec rien, sauf une poignée des acides les plus agressifs. C'est le métal des pharaons, le métal des Incas, le métal des coffres-forts et des alliances. C'est le métal pour lequel on a découvert des continents, déclenché des guerres, détruit des civilisations. Et voici le paradoxe qui brise d'emblée le schéma. Dans la liste des métaux les plus chers de la planète, l'or ne figure même pas dans les 5 premiers. En 2026, un gramme d'or coûte environ 150 dollars. Un prix sérieux, personne ne le nie. Mais comparez un gramme d'or, 150 dollars, un gramme de platine, environ 70 dollars, et un gramme de rhodium, dont nous parlerons bientôt en détail, des dizaines de milliers de dollars. À côté, l'or ressemble à du sucre au supermarché. Pourquoi? Suivez la logique. Le prix d'une substance ne dépend pas de sa beauté, de son histoire, ni de son poids symbolique dans la culture. Le prix dépend de 3 choses. À quel point elle est rare dans la croûte terrestre, à quel point il est difficile de l'extraire, et à quel point on en a impérativement besoin maintenant, dans cette décennie, dans cette technologie. L'or est rare, mais pas catastrophiquement. On en trouve environ 4 mg par tonne dans la croûte terrestre. C'est très peu, mais c'est tout de même plus que zéro. Au fil des millénaires, l'humanité a extrait des entrailles de la Terre environ 216 000 tonnes d'or. Et si on fondait tout ce métal en un seul cube, on obtiendrait un cube d'environ 22 mètres de côté. Pas si petit que ça. Un morceau de métal conséquent. De plus, l'or peut être recyclé à l'infini. Un atome d'or extrait du temps du pharaon Toutankhamon, or ne peut être en ce moment même l'alliance de quelqu'un. Il ne se détruit pas. Il s'accumule. Il tourne en rond. Voilà pourquoi, malgré toute sa rareté, l'or n'est qu'un métal très très noble avec une histoire plurimillénaire. Cher, oui, mais pas follement cher. Pour comprendre ce qu'est vraiment le follement cher, montons d'un cran, la platine. Un métal blanc argenté, dense et inerte, que la plupart des gens associent aux bijoux de luxe et aux cartes de crédit haut de gamme. En réalité, le rôle principal du platine n'est pas dans la joaillerie, mais dans les catalyseurs automobiles. Ces dispositifs qui transforment les gaz d'échappement toxiques du moteur
en dioxyde de carbone relativement inoffensif, en eau et en azote. Sans le platine, plus précisément sans l'ensemble des métaux du groupe du platine, l'industrie automobile moderne serait une catastrophe écologique. Le platine est encore plus rare que l'or dans la croûte terrestre, environ 5 microgrammes par tonne, c'est 1000 fois moins. Pourtant, le prix du platine est aujourd'hui, paradoxalement, inférieur à celui de l'or, environ 70 dollars par gramme. Un paradoxe? Pas du tout. Simplement, au cours des dernières décennies, les ingénieurs ont appris à remplacer le platine par le palladium dans les catalyseurs. La demande a chuté et le prix a suivi. Le marché est une chose capricieuse. En revanche, son voisin dans le tableau de Mendeleïev, le palladium, l'iridium, l'osmium, le ruthénium et le personnage principal de cette partie de notre histoire, le rhodium, fonctionne tout autrement. Le rhodium en particulier. Retenez ce nom, le rhodium. L'élément numéro 45. Un métal blanc argenté et dur, découvert par le chimiste anglais William Hyde Wollaston en 1803. Wollaston dissolvait dans de l'eau régale du platine natif apporté d'Amérique du Sud, et dans les dépôts, il remarqua des composés d'un beau rose. En grec, rhodon signifie rose, d'où le nom. Le métal rose. Cela sonne presque comme un jouet de joaillier. En réalité, c'est l'un des métaux les plus récalcitrants, les plus difficiles à obtenir et les plus coûteux de la planète. En 2021, le prix du rhodium a atteint un record historique absolu, près de 30 000 dollars par once 3, soit environ 960 dollars par gramme. C'était une véritable hystérie du marché, provoquée par le fait que l'Afrique du Sud, qui assure environ 80% de la production mondiale de rhodium, avait temporairement réduit sa production en raison de la pandémie. 80% de la production mondiale, dans un seul pays, et pas en surface, mais dans des mines pouvant atteindre 2 km de profondeur, dans la région du complexe du Bushveld, une gigantesque structure géologique vieille d'environ 2 milliards d'années. Un endroit où, à une époque où la vie sur Terre n'existait que sous forme de tapis microbiens dans les océans, une colossale intrusion magmatique s'est insinuée dans les entrailles de la planète. Un flot de roches en fusion qui s'est refroidi lentement pendant des millions d'années et, en refroidissant, a trié les métaux selon leur densité. Les métaux lourds du groupe du platine se sont déposés dans certaines couches. Ces couches sont aujourd'hui le gisement le plus riche en rhodium et en platine du monde entier. Et c'est là-bas, à des kilomètres sous terre, que descendent des mineurs dans des conditions inhumaines. La température au fond des galeries atteint 50 degrés. L'humidité avoisine les 100%. Et d'une tonne de minerai extrait, on obtient exactement 1 gramme de rhodium. 1 gramme par tonne. Cela signifie que, pour produire 1 kilogramme de ce métal, il faut remonter à la surface 1000 tonnes de minerai, le broyer, l'enrichir, le décomposer chimiquement, et obtenir à la fin un morceau qui tient dans une cuillère à café. Pourquoi une telle peine? Pourquoi l'humanité s'acharne-t-elle à s'enfoncer dans les entrailles de la Terre pour ce fantôme rose? La réponse se trouve encore dans les catalyseurs, mais dans une version plus exigeante. Le rhodium est le seul métal capable de transformer les oxydes d'azote en azote gazeux inoffensif aux températures auxquelles fonctionnent les moteurs à combustion interne modernes. Sans le rhodium, il serait impossible de respecter les normes écologiques de l'Union européenne. Sans le rhodium, les gaz d'échappement de milliards de voitures se transformeraient en smog acide au-dessus de toutes les mégapoles de la planète. C'est peu connu, mais le fait est là. Le fantôme rose des profondes mines sud-africaines est l'un des gardiens les plus discrets de la respiration de notre civilisation. Il est présent dans chaque voiture qui passe en ce moment dans votre rue. Quelques milligrammes par véhicule. Et pour ces quelques milligrammes, les constructeurs automobiles paient des sommes telles que l'économie de l'industrie automobile tourne, en grande partie depuis 20 ans, autour des fluctuations du prix du rhodium à la bourse des métaux de Londres. Mais si le rhodium est un fantôme rose, son proche parent, l'iridium, est un gladiateur gris. L'élément numéro 77, l'un des métaux les plus denses de l'univers, sa densité est d'environ 22,5 grammes par centimètre cube, un cube de 10 cm de côté pèserait 22,5 kg. Soulever un cube d'iridium de la taille d'un paquet de cigarettes, c'est soulever un haltère bien lourd. L'iridium est incroyablement réfractaire, incroyablement résistant à la corrosion, ne réagit presque avec rien, ne peut être ni dissous dans les acides ordinaires, ni fondu dans un four ordinaire. Le prix de l'iridium en 2026 oscille autour de 278 dollars par gramme. Mais c'est en période calme. Lors des pénuries,
il monte bien au-dessus. Et c'est ici que commence une histoire dont on parle presque jamais ouvertement, mais qui est, personnellement pour moi, l'une des pages les plus poétiques de la géologie. Il n'y a presque pas d'iridium sur Terre. On en trouve environ 1 microgramme par tonne dans la croûte terrestre, des milliers de fois moins que l'or. Mais on en trouve beaucoup dans les météorites, surtout les météorites ferreux. Autrefois, quand notre planète se formait, elle était une boule en fusion, et tous les métaux sidérophiles lourds, ceux qui aiment le fer, ont coulé en son centre avec le fer pour former le noyau. L'iridium est parti là. De même pour presque tout l'or, le platine, le palladium et le rhodium. L'or que nous extrayons aujourd'hui dans les mines et l'iridium que l'on trouve parfois dans les couches superficielles de la croûte terrestre, ce sont essentiellement des résidus du bombardement tardif. Ce sont des poussières et des débris de météorites qui sont tombés sur une planète déjà refroidie dans le premier demi-milliard d'années de son existence. Ce que nous extrayons de la Terre n'est pas d'origine terrestre. C'est d'origine cosmique, et c'est ici le récit le plus célèbre de l'histoire de l'iridium. En 1980, un père et son fils, le physicien Luis Alvarez et le géologue Walter Alvarez, publièrent un article qui fit l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. Ils avaient étudié une fine couche d'argile qui, en de nombreux points du globe, sépare les roches du Crétacé de celles du Paléogène, la couche correspondant au moment où les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre. Et dans cette argile, on trouva une teneur en iridium des dizaines de fois supérieure à la normale. Sur Terre, une telle concentration ne devait tout simplement pas exister. Les Alvarez avancèrent l'hypothèse suivante. Il y a 66 millions d'années, un gigantesque astéroïde d'environ 10 km de diamètre percuta la Terre, et son iridium se répandit sur toute la planète en une fine poussière. Au début, la communauté scientifique accueillit cette idée avec scepticisme. Les géologues débattirent pendant 10 ans. Et ce n'est que lorsqu'on découvrit, au large du Yucatan mexicain, le cratère en question, Chicxulub, d'environ 180 km de diamètre, d'âge parfait, que l'hypothèse devint un canon. L'iridium est le détecteur de la mort des dinosaures. Le gladiateur gris qui a survécu à ceux qu'il a un jour chevauchés depuis le ciel. Chaque fois qu'un géologue trouve aujourd'hui dans une roche sédimentaire une teneur anormalement élevée en iridium, il sait, quelque part, à ce moment géologique, quelque chose est arrivé d'en haut. Mais l'iridium n'occupe pas la première place de notre liste, ni la deuxième, ni même la troisième. Montons encore plus haut, vers un métal qui n'existait tout simplement pas dans la nature avant 1950. Son nom est le californium. Et ce nom lui-même, presque musical, presque ensoleillé, doit immédiatement nous alerter. Aucun élément chimique d'origine naturelle ne reçoit un tel nom. Le nom californium ne signifie qu'une chose. Ce métal a été fabriqué par des hommes, fabriqué en laboratoire. Fabriqué dans un lieu précis, au laboratoire national Lawrence Berkeley de l'Université de Californie, en mars 1950, lorsqu'une équipe dirigée par Stanley Thompson, Kenneth Street, Albert Ghiorso et Glenn Seaborg bombarda une cible de curium avec des noyaux d'hélium. Après de longues heures de travail avec un cyclotron, ils obtinrent au total 5000 atomes d'un nouvel élément. Pas des grammes, pas des milligrammes, pas des microgrammes, 5000 atomes. C'est moins que le nombre de molécules d'eau dans un grain de poussière quelconque. Mais c'étaient les premiers atomes dans l'histoire de la Terre de l'élément numéro 98, un élément qui n'existe plus dans notre système solaire depuis des milliards d'années, et qui peut-être n'existait même pas au moment de sa naissance. Le californium est un élément transuranien. Cela signifie que sa place dans le tableau de Mendeleïev se situe au-delà de l'uranium, c'est-à-dire que son noyau est si lourd et si surchargé de protons qu'il ne peut physiquement pas être stable. Tous les isotopes du californium sont radioactifs. Ils se désintègrent, les uns en quelques minutes, les autres en quelques jours, d'autres encore en quelques siècles. L'isotope le plus connu, le californium 252, a une période de demi-vie d'environ 2 ans et 8 mois. Cela signifie que si vous disposez aujourd'hui d'un gramme de cette substance, dans 2 ans et 8 mois, il vous en restera un demi-gramme. 2 ans et 8 mois plus tard, un quart de gramme. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la substance se dissolve dans un flux de particules et de rayonnement. Le californium vit en se désintégrant. Il se perd continuellement lui-même. Et voici un prix à vous couper le souffle. Le californium 252, à l'état métallique pur, coûte environ 27 millions de dollars par gramme. 27 millions par gramme.
C'est comparable au prix d'un petit avion privé. Et pourtant, depuis que la civilisation existe sur Terre, il en a été produit au total moins de 10 grammes. Moins de 10 grammes, en tout et pour tout, par tous les laboratoires du monde réunis. Il n'existe que 2 endroits dans le monde où le californium est produit régulièrement. Le réacteur isotopique à haut flux de Oak Ridge, dans le Tennessee, et l'Institut de recherche sur les réacteurs atomiques dans la ville de Dimitrovgrad, en Russie. 2 endroits, 2 points sur le globe. L'ensemble des réserves mondiales de californium tient dans une cuillère à café, et la majeure partie en est répartie entre quelques dizaines de laboratoires de recherche et de centres médicaux. À quoi sert une substance qui coûte le prix d'un avion et se désintègre de moitié en 2 ans? Pourquoi l'humanité dépense-t-elle des millions pour la produire? Suivez la logique de l'ingénieur. Le californium-252 est une remarquable source de neutrons. Il les génère spontanément, sans aucune énergie extérieure, par fission spontanée de ses noyaux. Un microgramme de cette substance émet environ 2 800 000 neutrons par seconde. Sans fil, sans source d'alimentation, sans entretien. Cela permet de faire avec lui ce qu'aucun autre réacteur ne peut faire. Construire des sources de neutrons compactes qui fonctionnent comme une petite pile autonome. On les utilise pour démarrer les réacteurs nucléaires des sous-marins. On les utilise dans les puits de pétrole pour déterminer la composition des couches à plusieurs kilomètres de profondeur. Les neutrons traversent la roche et leur dispersion révèle s'il y a du pétrole, du gaz ou de l'eau. On les utilise dans les scanners portuaires pour détecter des matières nucléaires de contrebande dans des conteneurs. Et le plus frappant, on les utilise en oncologie. Dans certaines cliniques du monde, dans des cas très précis, une minuscule capsule de californium est placée directement dans la tumeur. Et le flux de neutrons détruit les cellules cancéreuses bien plus efficacement que la radiothérapie classique. Ce traitement s'appelle la curiethérapie par neutrons. Et chaque capsule microscopique contient une substance née dans un réacteur, passée par des centaines d'étapes de purification et livrée à l'hôpital avec des précautions dignes d'un code de lancement secret. Mais le californium n'est pas, pardonnez le jeu de mots, le sommet de la montagne. Attendez, l'histoire ne fait que devenir plus étrange. Car entre le californium et la substance qui domine notre liste, il existe toute une niche d'éléments dont le grand public n'a presque rien entendu. Le berkelium, l'einsteinium, le fermium, le mendélévium, le nobelium, le lawrencium, tous découverts après la Seconde Guerre mondiale, tous existant sous forme de microgrammes ou même d'unités d'atomes, et tous généralement encore plus rares et encore plus coûteux que le californium. L'einsteinium, par exemple, a été découvert pour la première fois dans les retombées radioactives de l'explosion thermonucléaire sur l'atoll d'Enewetak en 1952. Il est littéralement né dans la boule de feu de la première bombe à hydrogène. Et quand les scientifiques ont récolté quelques atomes de cette substance dans les retombées, ils ont compris qu'ils tenaient entre leurs mains le produit de l'explosion la plus puissante que l'humanité ait jamais provoquée. L'Einsteinium 253 a une période de demi-vie d'environ 20 jours. Le prix de quelques microgrammes de cette substance à des fins de recherche est estimé à des centaines de millions de dollars par gramme, si tant est qu'on puisse un jour en rassembler un gramme entier, ce qui est impossible dans un avenir prévisible. Continuons à monter l'échelle, encore un échelon, vers une substance qui n'est plus un métal, vers une substance qui ne se comporte pas du tout comme de la matière ordinaire. Des antiprotons, des antineutrons, des antiélectrons, plus connus sous le nom de positrons. Ce qui semblait autrefois n'être qu'une abstraction mathématique dans les équations de Paul Dirac, s'est révélé être une partie bien réelle de notre univers, le reflet miroir de la matière ordinaire, l'antimatière. En 1928, le jeune physicien anglais Paul Dirac, cherchant à unifier la mécanique quantique et la théorie de la relativité d'Einstein, écrivit une équation décrivant le comportement de l'électron. L'équation s'avéra étonnamment élégante et étonnamment inconfortable. Elle avait 2 solutions. L'une correspondait à l'électron ordinaire à charge négative. Tout allait bien, la physique habituelle. L'autre correspondait à un électron à charge positive, que personne n'avait jamais observé. Dirac aurait pu balayer cela d'un revers de main, solution superflue, artefact mathématique. Mais il ne l'a pas fait. Il dit « Peut-être qu'une telle particule existe réellement, on ne l'a simplement pas encore trouvée. » Et 4 ans plus tard, en 1932, le physicien américain Carl Anderson, étudiant des rayons cosmiques dans une chambre à brouillard, vit la trace d'une particule ayant la même masse que l'électron, mais une charge opposée. Le positron, l'antiélectron.
prédit par la pointe d'une plume, surgit des profondeurs du cosmos. Depuis lors, l'humanité a appris à créer l'antimatière artificiellement. Dans les grands accélérateurs de particules, en premier lieu au CERN, à la frontière de la Suisse et de la France, dans un dispositif spécial appelé décélérateur d'antiprotons. Le principe est le suivant. On accélère un proton à une vitesse proche de celle de la lumière, on le percute contre une cible métallique, et dans ce choc, pendant un 100 millième de seconde, des paires particules-antiparticules naissent. Les antiparticules cherchent immédiatement à rencontrer de la matière ordinaire et à s'annihiler, se transformer en énergie pure sous forme de rayonnement gamma. Il faut donc les capturer immédiatement dans un piège magnétique, les refroidir presque jusqu'au zéro absolu et les maintenir dans un vide parfait pour qu'elles ne touchent pas les parois du récipient. Car si elles le font, un éclair instantané et tout ce à quoi vous travaillez depuis des mois disparaît en une nanoseconde. Et maintenant, le prix. Selon diverses estimations de l'Agence spatiale nationale des États-Unis et de physiciens indépendants, le coût de production d'un gramme d'antimatière, antiproton ou antihydrogène, est estimé à 62 500 milliards de dollars. 62 000 milliards par gramme. C'est plus que le produit national brut de tous les pays du monde réunis pendant 2 ans. C'est 3 millions de fois plus cher que l'or. C'est 2 millions de fois plus cher que le californium. C'est la substance la plus chère qui existe en principe dans l'univers du point de vue de l'économie humaine. Et pourtant, attention, depuis toute l'histoire de l'humanité, dans tous les accélérateurs du monde réunis, il a été produit en tout environ 10 nanogrammes d'antimatière. 10 milliardièmes de grammes. Si on rassemblait toute l'antimatière jamais créée au CERN, au Fermilab, au laboratoire de Brookhaven, et qu'on l'annihilait, l'énergie dégagée suffirait à faire bouillir environ 1,5 verre d'eau. 1,5 verre. Pour toute l'histoire. C'est la tasse de thé la plus chère de l'histoire humaine. Pourquoi s'y consacrer alors? Pourquoi dépenser des ressources colossales pour produire une substance qui ne sera jamais obtenue en quantité macroscopique dans un avenir prévisible? La réponse est surprenante. L'antimatière est, premièrement, un moyen de vérifier les lois fondamentales de la physique. Il existe une énorme énigme. Après le Big Bang, de la matière et de l'antimatière auraient dû être produites en quantités égales. Elles auraient dû s'annihiler mutuellement et laisser un univers rempli uniquement de rayonnement. Mais pour une raison inconnue, cela ne s'est pas produit. Quelque part dans les premiers instants après la naissance de l'univers, un infime déséquilibre est apparu. Pour chaque milliard de particules d'antimatière, il y avait légèrement plus d'1 milliard de particules de matière. Et ce légèrement, c'est tout ce qu'il y a. Toutes les étoiles, toutes les galaxies, toutes les planètes, tous les êtres vivants, nous tous, nous sommes une erreur statistique, le reliquat d'une annihilation mutuelle. En étudiant l'antimatière en laboratoire, les physiciens cherchent à comprendre en quoi cette asymétrie se manifeste précisément, ce qui a rompu l'équilibre parfait. Pourquoi le monde existe plutôt que de s'être effondré en pur rayonnement. Deuxièmement, l'antimatière est utilisée en médecine dès maintenant. Lorsque vous ou vos proches avez subi une tomographie par émission de positrons, plus connue sous le nom de TEP, des positrons étaient en train de s'annihiler dans votre corps. On injecte au patient un faible médicament radioactif dont les atomes émettent des positrons. Ces positrons parcourent quelques millimètres, rencontrent un électron ordinaire dans les tissus, s'annihilent et l'éclair de 2 photons gamma part en direction strictement opposée. Les détecteurs autour du corps du patient captent ces photons, l'ordinateur reconstitue le point où la rencontre a eu lieu et le médecin voit une carte tridimensionnelle du métabolisme de l'organisme. Par exemple, il peut distinguer où les cellules tumorales sont actives et où se trouvent les tissus sains. Cela sauve des vies. Chaque jour. Et à la base de tout cela, la substance la plus chère de l'univers. Troisièmement, et c'est la partie la plus fantastique, l'antimatière est envisagée comme carburant théorique pour les voyages interstellaires. Lors de l'annihilation complète d'un gramme d'antimatière avec un gramme de matière ordinaire, l'énergie dégagée équivaut à l'explosion d'environ 43 kilotonnes de TNT. C'est 3 fois plus que ce qui a explosé au-dessus d'Hiroshima, à partir d'1 gramme. Si l'on apprenait à retenir l'antimatière de façon stable et à libérer son énergie de manière contrôlée, cela constituerait une poussée propulsive d'une densité extraordinaire. Un vaisseau spatial propulsé à l'antimatière pourrait atteindre l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, en quelques dizaines d'années, et non en quelques milliers. Mais pour cela, il faudrait des kilogrammes d'antimatière. Or,
Nous n'en avons produit que 10 nanogrammes depuis toujours. L'écart est de 10 000 milliards de fois. Ce n'est même pas un gouffre, ce sont deux dimensions d'existence différentes. Nous vivons une époque fascinante, mes amis. Une époque où l'humanité s'est créée des particules qui n'existent dans la nature de l'univers qu'au moment des collisions des rayons cosmiques avec les couches supérieures de l'atmosphère, et que nous avons appris à capturer, à retenir, à étudier, à photographier. En 2011, au CERN, on a réussi pour la première fois à maintenir des atomes d'antihydrogène, des atomes composés d'un antiproton et d'un positron, dans un piège magnétique pendant 1000 secondes. 17 minutes. Ce sont les 17 minutes les plus longues de l'histoire de la physique de l'antimatière. 17 minutes pendant lesquelles existait sur Terre ce qui n'existe nulle part dans notre moitié de l'univers, si ce n'est dans les brèvelures des rayons cosmiques. Et quand on garde cette chiffre en tête, 62 000 milliards par gramme, tous les autres prix commencent à sembler dérisoires. 200 000 dollars par gramme d'osmium 187, une somme ridicule. 750 000 dollars par gramme de palladium 108, purifié jusqu'à une pureté isotopique, de la monnaie de poche. Même 27 millions par gramme de californium, c'est, pardonnez-moi, une broutille à laquelle il ne vaut pas la peine de prêter attention. Mais entre le californium et l'antimatière, il y a encore un personnage dont il faut parler. Il se situe précisément au milieu de notre échelle, et son histoire est peut-être la plus sombre et la plus instructive de toutes. Ce personnage est né dans des retombées radioactives, dans un paysage montagneux de Polynésie, et sa découverte est directement liée aux explosions les plus puissantes que l'humanité ait jamais provoquées. Ce personnage, c'est le fermium 257, un isotope nommé en l'honneur du physicien italien Enrico Fermi. Et la façon dont le fermium est entré dans notre monde, et pourquoi sa première détection est devenue l'une des découvertes scientifiques les plus secrètes du XXe siècle, je dois le raconter à part. Parce que c'est une histoire où se mêlent la guerre froide, les armes thermonucléaires, le génie des scientifiques et l'ironie tragique du progrès scientifique. Le 1er novembre 1952, à 7h15 du matin heure locale, sur le petit atoll d'Enewetak, dans le sud du Pacifique, une explosion eut lieu qui changea la physique pour toujours. C'était l'opération Ivy Mike, le premier essai dans l'histoire de l'humanité d'un engin thermonucléaire. L'énergie de l'explosion était d'environ 10,4 mégatonnes d'équivalent TNT, soit 700 fois plus que l'énergie de la bombe larguée sur Hiroshima. La petite île d'Elugelab, sur laquelle se trouvait l'engin, disparut tout simplement. À sa place resta un cratère d'environ 50 mètres de profondeur et de presque 2 kilomètres de diamètre. Et dans cette blessure géologique, dans le sable de corail mêlé à la poussière radioactive, étaient inscrits les traces de la naissance de nouveaux éléments. Lorsque les avions de reconnaissance de l'armée de l'air des États-Unis traversèrent le nuage en champignons et prélevèrent des échantillons sur les filtres à air, ces filtres furent acheminés au laboratoire national Lawrence Berkeley. Et là, en décomposant les retombées radioactives atome par atome, l'équipe dirigée par Albert Ghiorso découvrit quelque chose de tout à fait inattendu. Des traces d'éléments aux numéros atomiques 99 et 100. L'einsteinium et le fermium. Ils étaient nés directement dans la boule de feu de l'explosion thermonucléaire, au moment où la densité du flux de neutrons atteignait des valeurs que l'on ne rencontre dans la nature qu'à l'intérieur des étoiles à neutrons. Un noyau d'uranium plongé dans ce flux pouvait absorber 16 neutrons consécutifs en quelques nanosecondes avant de se désintégrer, ce qui, dans les réacteurs ordinaires, nécessite des mois de réaction en chaîne. La découverte fut gardée secrète pendant plusieurs années. Les États-Unis ne voulaient pas que l'Union soviétique sache quelles conditions physiques étaient atteintes dans leurs bombes à hydrogène. Ce n'est qu'en 1955 que la publication vit enfin le jour, et le monde scientifique apprit qu'il existait deux nouveaux éléments, et que tous deux étaient des enfants du feu nucléaire. Le fermium 257 est aujourd'hui l'un des isotopes les plus coûteux existants sur Terre. On le produit en quantité infime dans des réacteurs à haut flux spéciaux et son prix par gramme est estimé à des dizaines de millions de dollars. Bien qu'il soit pratiquement impossible d'en rassembler un gramme entier, depuis toute l'histoire de l'humanité, il en a été produit au total moins d'1 microgramme. Mais le fermium n'est pas important pour sa valeur économique. Il est important parce qu'il marque une frontière physique. Tous les éléments plus lourds que le fermium ne peuvent pas être obtenus par capture de neutrons successives dans un réacteur. Leurs noyaux se désintègrent plus vite qu'ils ne peuvent capturer le neutron suivant. Pour aller plus loin,
vers le mendélévium, le nobélium, le laurentium et ainsi de suite, il faut bombarder avec des ions lourds, accélérer des noyaux entiers et les faire entrer en collision. Autrement dit, le fermium est la dernière porte par laquelle on peut encore passer par la voie ordinaire des réactions nucléaires. Au-delà commence la physique des accélérateurs, où chaque atome d'un nouvel élément est un événement en soi, un titre à part entière dans la presse scientifique. Et c'est ici qu'il convient de s'arrêter et de parler du prix humain de toute cette alchimie du XXIe siècle. Car quand on parle de 27 millions de dollars par gramme de californium ou de 62 000 milliards par gramme d'antimatière, on pense généralement à l'argent et aux technologies. Mais derrière chaque gramme de ces substances se trouvent des hommes et des femmes qui ont travaillé avec elles de leurs propres mains, sans comprendre pleinement le danger, sans protection moderne. Marie Sklodowska-Curie, qui découvrit le polonium et le radium, transportait des éprouvettes de radium dans la poche de sa blouse de laboratoire. Elle aimait leur lueur verdâtre dans l'obscurité. Elle mourut en 1934 d'une anémie aplasique, maladie de la moelle osseuse causée par des années d'exposition au rayonnement. Ses carnets, ses meubles, jusqu'à son livre de cuisine, sont encore aujourd'hui si radioactifs qu'ils sont conservés à la Bibliothèque nationale de France dans des boîtes en plomb. Quiconque veut travailler avec eux doit signer un accord écrit et porter une combinaison de protection. Un siècle après sa mort, le radium absorbé par le papier et le bois irradie encore. C'est son legs posthume à la science, c'est son prix posthume. Enrico Fermi, dont le fermium porte le nom, mourut à 53 ans d'un cancer de l'estomac, et de nombreux historiens des sciences sont convaincus que la cause en était son travail avec des matériaux radioactifs à Chicago lors de la création du premier réacteur nucléaire. Glenn Seaborg, l'un des co-découvreurs du plutonium et de nombreux éléments transuraniens, vécut longtemps, jusqu'à 86 ans. Mais lui aussi passa une grande partie de sa vie dans des laboratoires de radioactivité. Et l'une des légendes raconte que, lorsque les employés de Berkeley fêtèrent la dénomination du 106e élément, le cyborgium, en son honneur, il plaisantait. Je suis le seul être humain sur Terre à pouvoir recevoir du courrier à une adresse écrite en éléments du tableau de Mendeleïev. Le cyborgium, le californium, l'américium, tous ces noms sont nés dans des laboratoires où des dizaines de personnes risquaient leur santé. Vous savez, cette pensée me rend un peu mélancolique. Que le progrès de la connaissance matérielle est toujours payé par quelqu'un, par son foie, par sa moelle osseuse, par ses poumons. Et que chaque microgramme de la substance la plus chère au monde n'est pas seulement une technologie complexe, mais aussi un prix silencieux, invisible, payé par ceux qui se tiennent près du réacteur, de l'accélérateur, de la cellule radiochimique. Et maintenant, grimpons jusqu'au sommet absolu de la pyramide des prix, là où l'économie cesse d'être de l'économie et devient une abstraction théorique. Là où l'idée même d'acheter un gramme devient absurde, parce que la substance dont il est question existe en quantité inférieure à tout ce que nous pouvons concevoir comme marchandise. Nous avons parlé de l'antimatière et de ses 62 500 milliards de dollars par gramme. C'est le sommet de tous les prix existants. Mais dans ce sommet, il y a un sous-sommet. Il existe un type spécifique d'antimatière encore plus coûteux parce que sa production est encore plus difficile. L'antihydrogène. Un atome composé d'un antiproton au centre et d'un positron sur son orbite. Le reflet miroir de l'atome le plus simple de l'univers, l'atome d'hydrogène. Pour obtenir de l'antihydrogène, il ne suffit pas de produire séparément un antiproton et un positron. Il faut encore les réunir, très délicatement, dans un piège magnétique, à une température proche du zéro absolu. Et ils ne doivent pas s'annihiler avec la matière ordinaire des parois du piège, mais se combiner entre eux pour former un atome neutre. En 1995, au CERN, on observa pour la première fois 9 atomes d'antihydrogène. 9. Vers 2011, on réussit à maintenir 309 atomes pendant ces fameuses 17 minutes. Vers 2021, dans l'expérience alpha, les physiciens apprirent à refroidir l'antihydrogène par rayonnement laser et à mesurer ses raies spectrales, afin de les comparer à celles de l'hydrogène ordinaire et de chercher la moindre asymétrie entre la matière et l'antimatière. Il n'y a pas d'anti-hydrogène dans la nature de notre moitié de l'univers, autant qu'on puisse en juger. Chaque atome existant aujourd'hui sur Terre dans un piège magnétique, quelque part dans un sous-sol suisse, est un objet unique, sans pareil. Et quand je pense à ces atomes, j'éprouve un sentiment étrange. Quelque part sous les prairies alpines, dans un tunnel circulaire de 27 km, dans des récipients métalliques sous vide profond, retenus par des champs magnétiques,
flottent quelques dizaines d'atomes d'une substance qui n'existe nulle part ailleurs dans tout l'univers visible. Ces atomes ne sont pas la nature. Ces atomes sont un artefact de la pensée humaine. Leur existence est la conséquence directe du fait qu'en 1928, un jeune Anglais écrivit sur papier une équation et ne balaya pas d'un revers de main sa solution superflue. De l'équation à l'atome, il a fallu près de 100 ans. Et tout ce temps, l'humanité montait l'échelle, barreau par barreau, de la mine en Afrique du Sud jusqu'au cyclotron de Berkeley, du cyclotron jusqu'à l'accélérateur du CERN, de l'accélérateur jusqu'au piège magnétique. Chaque barreau est d'un ordre de grandeur plus cher que le précédent. Chaque barreau est d'un ordre de grandeur plus étrange. Et au sommet de cette échelle, pas même l'anti-hydrogène. Si l'on parle de maxima théorique, il existe encore un candidat au titre de substance la plus précieuse de l'univers. Ce sont les soi-disant éléments super lourds des îlots de stabilité. Des éléments hypothétiques au numéro atomique d'environ 120, 126, qui, selon les calculs, devraient avoir une durée de vie anormalement longue par rapport à leurs voisins plus légers. Des nombres magiques dans le noyau. Des configurations particulièrement stables de protons et de neutrons, dans lesquelles le noyau semble se reposer, trouvant une forme harmonieuse. Si l'on parvenait un jour à les synthétiser en quantité macroscopique, le prix du gramme de ces éléments dépasserait tout ce dont nous avons parlé. Mais pour l'instant, c'est un rêve. Pour l'heure, les physiciens de l'Institut unifié de recherche nucléaire de Dubna et leurs collègues en Allemagne, au Japon et aux États-Unis synthétisent de tels éléments à raison d'1 ou 2 atomes par mois de travail de l'accélérateur. 1 atome par mois. Si l'on traduit ce rythme en productivité, le prix du gramme d'une telle substance dépasse toute valeur monétaire existante. Ce sont des substances qui ne seront jamais produites en grammes. Jamais. Et le mot même de gramme appliqué à elles relève déjà de la science-fiction. Mais le plus frappant dans toute cette histoire, c'est que, après avoir gravi toute l'échelle des prix, de 150 $ par gramme d'or jusqu'à 62 000 milliards par gramme d'antimatière, nous n'avons pas obtenu seulement une liste des substances les plus chères. Nous avons obtenu une brève encyclopédie de la façon dont notre monde est constitué. L'or, c'est la mémoire des météorites tombés sur la jeune Terre. Le platine et le rhodium, c'est la mémoire des intrusions magmatiques vieilles de 2 milliards d'années. L'iridium, c'est la mémoire de la catastrophe cosmique qui effaça les dinosaures. Le californium et l'einsteinium, c'est la mémoire de la première bombe à hydrogène. L'anti-hydrogène, c'est la mémoire de l'illumination mathématique d'un seul homme et du travail collectif de milliers de physiciens qui fut nécessaire pour transformer cette illumination en réalité. Le prix de chacune de ces substances est, au fond, l'histoire condensée en un seul chiffre de tous les processus qui ont été nécessaires à son apparition. Pour l'or, c'est l'histoire du système solaire. Pour l'iridium, l'histoire des collisions d'astéroïdes. Pour le californium, l'histoire de la maîtrise humaine de l'énergie nucléaire. Pour l'antimatière, l'histoire de la façon dont nous avons appris à créer ce qui n'existe pas dans notre moitié de l'univers. Chaque gramme est une biographie du cosmos compressée en une petite sphère solide. Chaque prix n'est pas en réalité un prix, c'est une densité de sens. Et quand je reviens à cette image initiale, à la sphère imaginaire de métal dans ma paume, à ces 200 000 $ par gramme, je comprends que ce n'est pas le chiffre lui-même qui m'avait frappé. Ce qui m'avait frappé, c'est que ce chiffre n'est qu'un minuscule point sur une vaste échelle qui s'étend bien au-delà des limites de l'imagination humaine. Que sur cette échelle se trouvent des substances qui valent comme de petits pays, que se trouvent des substances qui valent comme tout l'argent du monde multiplié par 1000, et que toutes ces substances sont réelles. Elles existent toutes en ce moment, en cette minute précise, quelque part sur notre planète, dans les mines du Bushveld, dans les réacteurs de Oak Ridge, dans les pièges magnétiques du CERN. Et que l'humanité, lentement, obstinément, de génération en génération, apprend à les extraire, les synthétiser, les retenir. Quand la dernière étoile de notre galaxie s'éteindra dans des trillions d'années, quand la matière elle-même commencera à se désintégrer, quand les protons, comme le prédisent certaines théories de la grande unification, commenceront dans un gugole d'années à se dissoudre spontanément en particules plus légères, l'antimatière et la matière ordinaire s'effondreront dans une dernière et longue annihilation. Il ne restera que du rayonnement. Une mer froide, ténue, en expansion infinie de photons gamma, dans laquelle il n'y aura plus un seul atome. Et dans cette dernière époque, dans cette mort thermique de l'univers, aucun des éléments de notre liste ne survivra.
Le californium se désagrégera le premier, en quelques années à peine. L'or, le dernier, après des intervalles de temps inimaginables, mais lui aussi finira par capituler. Et pourtant, au cours de ces quelques milliards d'années que dure l'ère des étoiles et des atomes, notre civilisation a réussi à accomplir quelque chose de remarquable. Nous avons réussi à regarder la matière non pas comme une donnée, mais comme une échelle infinie sur laquelle on peut monter. Nous avons appris à choisir où nous positionner. Nous avons appris à payer pour chaque barreau ce qu'il vaut. Et parfois, ce prix s'exprime en dollars, parfois en décennies de travail acharné, parfois en vies humaines. Et quand je tiens dans ma main le métal à 200 000 dollars par gramme, cette petite sphère terne qui m'a amené à commencer cette histoire, je sais maintenant que je ne tiens pas du métal. Je tiens l'histoire compressée du cosmos, écrite en atomes plutôt qu'en lettres. Ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers, ce n'est pas la substance, c'est le chemin qui y mène.